Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Ouverture de la 6e édition de la conférence Future Investment Initiative ce 25 octobre en Arabie Saoudite, un événement économique qui traite de l'avenir de l'investissement mondial, un avenir dans lequel l'Afrique compte bien jouer un rôle majeur. L'épidémie d'Ebola poursuit sa progression en Ouganda. Après avoir sévi dans 2 districts du centre du pays, c'est désormais dans la grande région de Kampala que le virus se propage. 14 cas ont été détectés. La population s'inquiète. Et monsieur Cher Bahoum est l'invité de cette édition. Il est le directeur général de la Société nationale Sénégal numérique. Nous aborderons notamment avec lui la transformation digitale du Sénégal. Mais tout d'abord, le Tchad était au cœur du sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, qui s'est tenu ce 25 octobre à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Cette rencontre abordait la répression sanglante des manifestations du 19 octobre, qui a fait au moins 50 morts et près de 300 blessés. Lors de ce rendez-vous qui a connu la participation du président de la transition tchadienne, Mahamat Idriss Déby, du président congolais Denis Sassou Nguesso et du président centrafricain Faustin Archange Touadéra, le président et hôte du sommet, Félix Tshisekedi, a été désigné facilitateur. Il aura pour mission de recréer la confiance entre les différentes parties au conflit. Notons que la CEEAC dit vouloir jouer un rôle important pendant la période de transition de 2 ans au Tchad, période adoptée lors du dialogue national auquel une partie de l'opposition tchadienne n'a pas participé. Investir dans l'humanité, permettre un nouvel ordre mondial, c'est le slogan de la 6e édition de la Future Investment Initiative conférence qui a débuté ce mardi 25 octobre à Riyad, capitale saoudienne. Un événement de 3 jours pour traiter de l'avenir de l'investissement mondial dans lequel l'Afrique compte bien jouer un rôle majeur. Plus de détails avec notre envoyé spécial en Arabie Saoudite, Séverin Douqueux. Le futur de la planète se discute lors de la 6e édition du Future Investment Initiative qui s'est ouvert ce 25 octobre 2022 ici à Riyad et en Arabie Saoudite sous le thème « Investir dans l'humanité, permettre un nouvel ordre mondial ». Le challenge de cette édition, penser et discuter les nouvelles voies d'investissement et les tendances essentielles de l'industrie dans le but de stimuler significativement le développement du globe en créant un impact sur l'humanité. Nous ne voulons pas la manquer. Nous voulons nous assurer que le secteur privé et les membres de nos communautés font partie de la conversation. Nous devrions faire partie de la prise de décision. C'est pourquoi je suis ici et c'est pourquoi il est important que toutes les conversations incluent les composantes africaines et les composantes subsahariennes. Au menu des discussions, des questions de climat, d'économie, de fintech, d'intelligence artificielle, mais aussi de géopolitique. En somme, des priorités urgentes d'un monde dont la stabilité des richesses est sujette à une géopolitique changeante. Des questions importantes aussi pour l'Afrique, dont le rendez-vous permettra de se faire valoir comme acteur majeur du futur de la planète. L'Afrique est l'avenir du monde et l'Afrique subsaharienne est le plus grand potentiel, la position principale des ressources, le plus grand potentiel minier, la plus grande énergie. L'énergie verte ne peut être développée qu'en Afrique occidentale. Nous avons de grands projets hydroélectriques en Mauritanie, nous avons de grands projets solaires en Mauritanie, au Niger, au Tchad et en Guinée. Nous devons donc faire partie des conversations. Ces décisions ne devraient pas être prises sans nous. Pendant 3 jours, du 25 au 27 octobre 2022, plus de 500 chefs d'entreprise et de gouvernement vont échanger sur les idées et solutions résilientes de l'avenir d'une planète prospère. Depuis Riyad en Arabie Saoudite, je suis Séverin Douqueux pour Africa 24.
La transformation digitale béninoise a franchi un nouveau palier le 21 octobre. Un nouvel opérateur télécom vient de faire son entrée sur le marché aux côtés des deux autres déjà existants depuis la réforme du secteur en 2016. Il s'agit de Celtis, fruit d'un partenariat sud-sud entre le Bénin et le Sénégal avec la gestion déléguée de la Société béninoise d'infrastructures numériques. Alors quelles sont les ambitions de ce nouvel opérateur télécom? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondant au Bénin, Leftiounou. Le marché de la téléphonie mobile au Bénin s'enrichit de l'arrivée d'un nouvel opérateur. Celtis Mac de la Société béninoise des infrastructures numériques SBIN hérite de la gestion déléguée de la Société béninoise des infrastructures numériques SBIN, confiée le 21 mai 2021 par le gouvernement au groupe Sonatel, groupe africain d'origine sénégalaise. L'opérateur Celtis arrive sur un marché de la téléphonie mobile dominé par Pastel Bénin, plus connu sous le nom de MTN Bénin, avec 60% des parts de marché, et Etisalat Bénin, Move Africa Bénin, qui détient 40% des parts de marché, d'après les statistiques de l'ACEP Bénin, Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste. Celtis est d'abord une offre globale qui adresse tous les segments de marché, qui adresse tous les usages. Le nouvel opérateur annonce la couverture de 80% du territoire et compte investir au courant des 5 prochaines années plus de 200 milliards de francs CFA dans le secteur. Selon les données de l'Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste, plus de 200 villages sont encore recensés comme zones non couvertes par la téléphonie mobile dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Pour les autorités béninoises, la venue d'un nouvel opérateur vise divers enjeux. Notre opérateur global est là pour permettre de traiter ces 3 enjeux, l'accessibilité, aider pour que tout le monde puisse avoir accès aux services numériques, régler les questions de qualité, mais également par l'innovation, créer, accélérer la mise en place d'un vrai écosystème numérique au niveau du pays. Et donc, les acteurs doivent se dire que ce qui se passe permettra davantage de créer de la valeur pour tous et non s'inquiéter. Le gouvernement a entrepris des réformes et investissements dans le secteur du numérique depuis 2016. Pour le quinquennat 2021-2026, il est prévu près de 400 milliards de francs CFA d'investissement dans le domaine du numérique. À noter qu'au 31 mars 2022, la pénétration de l'Internet mobile au Bénin est estimée à 68,92%. L'épidémie d'Ebola se propage en Ouganda après les districts de Mubende et de Kassanda qui étaient indexés comme l'épicentre de l'épidémie. C'est désormais dans la capitale Kampala que le virus progresse. Selon l'Organisation mondiale de la santé, depuis septembre dernier, l'épidémie d'Ebola a fait au moins 44 morts en Ouganda. Et pour l'instant, aucun vaccin n'est efficace pour combattre cette souche rare qui sévit dans le pays. Les précisions de Samantha Saberou-Sabubanga. L'épidémie d'Ebola qui sévit en Ouganda depuis fin septembre 2022 poursuit sa progression dans la capitale Kampala. Selon les données du ministère ougandais de la Santé publiées lundi 24 octobre, la grande région de Kampala a déjà enregistré 15 cas de fièvre hémorragique. La population a raison de s'inquiéter, sachant que le premier cas qui a été découvert le 20 septembre, actuellement nous nous retrouvons à plus de 15 cas de fièvre hémorragique le 24 octobre. Ce qui montre donc effectivement le virus est en train de se propager et la propagation est beaucoup plus due, comme on connaît, la population est mobile pour des raisons commerciales, sociales et culturelles. Et n'oublions pas aussi que l'Ouganda est un pays qui reçoit beaucoup de réfugiés qui maintiennent des liens avec leur pays d'origine, ce qui fait en sorte que le virus peut facilement se propager. Les habitants de la capitale, peuplés d'environ 1,5 million de personnes, restent toutefois inquiets face à la propagation du virus. Sur les cas contacts recensés dans la région de Kampala, les autorités comptabilisent des décès. Pour rassurer les populations de la capitale, les pouvoirs publics appellent au calme en indiquant que la situation est sous contrôle. Les pays africains sont déjà vraiment outillés pour lutter contre ces épidémies. Et il y a beaucoup de mesures dont ces mesures comprennent la surveillance de la maladie, la recherche et le suivi des contacts, la notification rapide des alertes, le partage d'informations et la formation conjointe des intervenants d'urgence, ainsi que la réalisation d'exercices de simulation pour améliorer la préparation et la riposte. Tout
tous ces pays et surtout l'Ouganda l'ont fait. Les autorités sanitaires ougandaises ont confirmé lundi que le pays avait enregistré 90 cas, dont 28 décès. Pour limiter la propagation du virus, le président ougandais Yoweri Museveni a ordonné le 15 octobre 2022 le confinement des districts de Kassanda et de Mubende, épicentre de l'épidémie, avec l'interdiction de déplacement, couvre-feu et fermeture des lieux accueillants du public. Partons à présent à la rencontre de Evelyne Akator, une internationale nigériane de basketball qui a posé ses valises en France depuis 3 saisons maintenant. Elle a signé à Basketland, un club français dans le sud-ouest de l'Hexagone. C'est avec son expérience riche en passage aux États-Unis, en Russie, en Turquie et en Espagne qu'elle compte s'imposer sur le parquet français. Son portrait avec José Douglas. Formée de 2015 à 2017 au Will Cates dans le Kentucky, avec des stats de 15,9 et 10,8 au rebond, un senior qui lui ont valu d'être retenu en 3e position de la draft WNBA 2017 par les Wings de Dallas, où elle dispute 15 rencontres. Elle a poursuivi sa formation en Russie, puis en Turquie avec Beşiktaş Istanbul, et à l'automne 2019, Salamanque en Espagne, où elle a connu une saison contrastée. Puis, elle signe 2 saisons à Charleville-Mézières. Evelyne Akator a décidé de changer d'air pour la saison 2022-2023. Âgée seulement de 27 ans, l'internationale nigériane s'est engagée avec Basketland pour un contrat d'1 an. J'étais à Charleville avant. L'année suivante, je voulais signer à Land, mais je n'avais pas l'opportunité. Cette année, Land s'est approché de moi et m'a demandé « Est-ce que je suis toujours intéressée ?» J'ai discuté avec 2 autres joueuses de la Ligue. Elles ont entendu de très bonnes choses à propos de Basketland et donc je suis venue ici prendre de l'expérience à Basketland. Du haut de ses 1,91 m, elle a disputé la saison dernière 21 matchs en affichant un bilan de 11,2, 8 rebonds 7, 1,9 en passes décisives. Son temps de jeu évalué en moyenne à 29 minutes par match. Elle garde de bons souvenirs de ses années passées, d'une part en Turquie et d'autre part en Espagne. Née à Lagos, elle est aussi membre de l'équipe nationale et championne d'Afrique en 2017 et 2019. Oui, nous sommes toujours les meilleurs, mais chaque équipe africaine pense la même chose que le Nigeria. Chaque joueuse joue en Ligue Pro chaque saison et quand tu travailles bien avec tes coéquipières et l'équipe nationale, ça fait la différence. Et oui, nous sommes toujours la meilleure équipe en Afrique. Rappelons également que le Nigeria a été aussi en 2018 la première équipe africaine à atteindre les quarts de finale de la Coupe du monde féminine de basket. En Afrique, le Sénégal est classé premier pays africain pour le poids d'Internet dans l'économie. IPIB estimé à 3,3%. Du fait notamment d'une bonne connectivité internationale et d'un bon réseau national de transmission. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau, Monsieur Cher Bahoum, directeur général de la Société nationale Sénégal numérique. Bienvenue. Merci, bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de Africa 24. Alors le Sénégal s'est doté d'une stratégie numérique SN 2025. Quelles sont concrètement les ambitions du pays en matière de transformation digitale? Alors comme vous l'avez placé dans votre introduction, le Sénégal a placé le numérique au cœur de ses politiques publiques. Nous avons d'abord une large ambition de développement du broadband dans notre pays. Aujourd'hui, nous avons des opérateurs titulaires de licences qui déploient de l'infrastructure broadband comme la fibre optique. Alors broadband, c'est, si vous pouvez expliquer en quelques mots. Donc c'est de l'infrastructure haut débit, donc où passent nos données. Et à ce niveau-là, non seulement nous avons aujourd'hui 3 opérateurs qui déploient de la fibre optique, mais nous avons aussi l'État qui a vraiment décidé de déployer de la fibre optique partout sur le territoire national. Aujourd'hui, vous venez au Sénégal, vous avez de la fibre dans les 45 départements du pays grâce à un déploiement extrêmement important de Sénégal numérique. Ce qui permet aujourd'hui d'avoir une vraie économie digitale. Donc comme vous l'avez aussi dit, donc le Sénégal a une stratégie nationale 2025 sur le numérique qui veut vraiment supporter tous les secteurs
de notre vie économique et sociale. Et je pense qu'aujourd'hui, grâce au numérique, le Sénégal est en train de faire des bons extrêmement importants. Non seulement nous disposons de l'infrastructure au débit, mais également nous avons des data centers de dernière génération pour pouvoir héberger nos données et garantir la souveraineté digitale de notre pays. Parce que cela aussi... Il y a un protocole d'accord justement qui a été signé de collaboration récemment entre le Sénégal numérique et l'organisation des professionnels des technologies de l'information et de la communication optique. Quels sont les résultats escomptés? Alors, dans cette phase de notre stratégie, au-delà de ce développement de ces infrastructures qui sont aujourd'hui palpables sur le territoire national, c'est vraiment de développer de la coopération, donc d'avoir des partenariats public-privé, que ce soit le public, en tout cas le privé au niveau international, comme le privé au niveau national. L'organisation dont vous parlez, il s'agit d'une organisation des professionnels du secteur du numérique au niveau du Sénégal. Et ce partenariat nous permettra vraiment de développer des solutions digitales à destination principalement de l'administration et des usagers du service public. Nous allons lancer bientôt ce concept de start-up d'État où dans les ministères, nous allons vraiment choisir des sujets qui ont un fort impact sur les Sénégalais et voir avec le secteur privé comment développer ces solutions et rendre accessibles ces solutions partout sur le territoire national, mais également sur Internet. Donc véritablement, c'est un écosystème que nous avons créé et aujourd'hui, le Sénégal compte sur le digital pour vraiment accélérer son développement. Vous allez participer à la première édition du Forum international Avenir et Gouvernance publique qui se tient à Versailles, en Île-de-France, en France, les 27 et 28 octobre. En quoi consiste cet événement et que comptez-vous en tirer? Alors, cet événement est la rencontre du secteur public sénégalais et du secteur privé international pour un peu échanger sur les défis du continent africain et particulièrement du Sénégal dans le cadre de son développement. Et le numérique est au cœur de ces discussions parce que moi-même, je participerai à un atelier pour parler donc de la transformation digitale en Afrique, des enjeux du e-government, où est-ce que nous en sommes, où nous voulons aller. Et clairement, ce sera l'occasion pour nous aussi de faire des rencontres importantes qui nous permettront vraiment de pouvoir poursuivre ce défi important pour notre pays qui est vraiment de le transformer de manière digitale et vraiment de mettre le numérique au cœur de nos activités publiques. Alors on ne peut pas parler du numérique sans parler de cybersécurité. La CEDEAO a récemment doté Banjul, capitale gambienne, d'un laboratoire numérique pour lutter efficacement contre la cybercriminalité. Alors quel regard portez-vous sur cette action et peut-on s'attendre à une structure similaire très prochainement au Sénégal? Alors là, nous le saluons, mais le Sénégal, effectivement, a véritablement anticipé sur cette question parce que nous ne pouvons pas parler de transformation digitale si nous ne gérons pas ces aspects négatifs de la transformation digitale qui sont ces cybermenaces qui nous viennent un peu partout dans le monde. Il faut que nos pays se dotent d'outils, de technologies de dernière génération pour pouvoir faire face. Mais la cybersécurité, c'est un tout. C'est d'abord nos organisations, comment sensibiliser l'humain, donc les utilisateurs, comment aujourd'hui également, en tout cas, gérer nos processus pour que ces cybermenaces puissent également être gérées. Mais c'est aussi un investissement important que nous devons faire dans la technologie pour vraiment doter, en tout cas, notre pays d'infrastructures de dernière génération. Aujourd'hui, au Sénégal, nous avons un Security Operations Center, excusez-moi pour cet anglicisme, mais clairement, nous avons une organisation déjà au niveau de la gouvernance qui se charge de ces questions. C'est d'abord la Commission nationale de cryptologie qui a été mise en place par le président de la République, donc pilotée à un haut niveau pour que cette question vraiment soit gérée à un niveau, en tout cas à un niveau où vraiment tout l'État est concerné. Et c'est vraiment le président de la République qui impulse cette dynamique de cybersécurité dans toutes les organisations publiques du Sénégal, mais également un soutien constant
au secteur privé pour vraiment que le Sénégal puisse faire face à ces défis majeurs. Alors justement, depuis quelques années, le Sénégal a pris le virage de la modernisation de son administration par le numérique. Mais cette transformation demande aussi une adaptation des agents de l'État à ces outils. Pour la jeune génération, la tâche est plutôt aisée, mais pour les générations plus anciennes, c'est parfois un peu plus difficile. Alors comment faites-vous pour ne laisser personne sur la touche? Ouais, effectivement, vous avez touché vraiment un point important dans la transformation digitale qui est aujourd'hui la conduite du changement, parce que notre administration avait une certaine manière de faire, une certaine manière d'agir avec l'usager du service public. Aujourd'hui, toutes ces démarches sont digitalisées. Aujourd'hui, nous avons lancé le site senegalservice.sn où nous retrouvons l'ensemble des services de l'administration. Et là-bas, vous avez de l'information sur tous les secteurs, mais également nous sensibilisons toute la population sur les médias classiques, sur les réseaux sociaux, pour que ces populations-là comprennent en tout cas ce que le gouvernement est en train de faire en matière de digital, et vraiment qu'on puisse laisser aucune personne en rade. Et d'ailleurs, dans notre pays, nous avons construit ce qu'on appelle les espaces Sénégal Service dans tous les départements du Sénégal. Et dans ces espaces, vraiment, l'usager du service public est accompagné jusqu'à l'obtention de son document administratif. Donc c'est clairement tout un dispositif qui est mis en place pour que vraiment le digital rentre dans tous les foyers sénégalais. Merci Monsieur Cherbaroum d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes directeur général de la Société nationale Sénégal numérique. Je vous remercie pour votre invitation. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.